Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence de Jury Travail sur les primes et les avantages en nature. Donc, les derniers chiffres officiels estiment l'inflation actuelle à 6,2% pour le mois d'octobre et on sait que l'énergie, par exemple, est prévue d'augmenter de 15% en début d'année prochaine. Donc, le pouvoir d'achat des salariés des entreprises est vraiment un sujet crucial en ce moment. Euh, et à ce sujet s'ajoute également la thématique de la grande démission, où on voit de nombreux salariés quitter leurs entreprises. Et les primes et les avantages en nature peuvent être un moyen aussi de fidéliser les salariés de vos entreprises. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots pour vous présenter Jury Travail. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles d'actualité. De nombreux articles sont postés quotidiennement. Nous avons également un peu plus de 800 dossiers thématiques qui vont vous aider dans votre quotidien. Et Jury Travail, c'est également 2400 modèles de contrats et de courriers qui vont vous faire gagner un temps précieux. Alors, Jury Travail, c'est également un abonnement qui vous donne accès à nos juristes qui sont basés à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit, par téléphone. Et cet abonnement vous donne bien évidemment accès à toute la base documentaire dont je vous parlais précédemment, ainsi qu'à votre convention collective, toujours à jour des derniers accords de branche. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Semopa, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Myriam, c'est un plaisir. Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition, avant la webconférence, un formulaire pour vous permettre de nous poser vos questions. Donc, j'ai transmis ces questions à notre invité qui va y répondre donc, au cours de cette conférence. Et si vous souhaitez poser des questions au cours de la conférence, n'hésitez pas à le faire, soit dans l'onglet chat, dont certains d'entre vous se sont bien emparés pour nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et sinon, vous avez également l'onglet questions qui vous permettra également de le faire. Et ma collègue Marine, que je remercie vivement d'être là, toujours fidèle au poste, sera là pour vous aiguiller vers certains de nos contenus qui pourraient répondre également à vos problématiques. Alors, si vous avez besoin de conseils juridiques, n'hésitez pas à contacter Maître Semopa, dont vous voyez les coordonnées à l'écran. Donc, vous avez son adresse mail et son numéro de téléphone. Alors, donc toutes les questions que vous nous avez fait parvenir ont été regroupées sous 3 grandes thématiques. Nous aborderons tout d'abord les différents types de primes, puis nous verrons les obligations en matière de primes. Il y en a quand même quelques-unes. Et enfin, nous aborderons en fin de conférence les avantages en nature. Alors, pour commencer donc avec les différents types de primes, Maître, quels sont les 2 grands types de primes qui existent? Alors, les différents types de primes on va prendre les deux grands types, bien entendu. On a les primes qui sont en lien avec le travail effectué et les primes liées aux résultats ou à l'entreprise. Typiquement, pour que je puisse bien vous faire comprendre, on va mettre dans la première catégorie des primes comme la prime de risque, la prime d'insalubrité, la prime de nuit, de froid. C'est vraiment le lien avec votre travail. En revanche, quand on parle de primes
sur le résultat. Je pense que là, tout le monde sait de quoi on parle, hein, tout ce qui est bonus, commission, prime sur le résultat, sur objectif, etc. Donc voilà, un peu les deux grandes catégories, bien qu'elles ne soient pas les seules, effectivement. Oui, il y a une catégorie à part qui a été créée il y a quelques années qui s'appelle maintenant la prime de partage de la valeur et qui s'appelait précédemment la prime Macron, qui ne rentre effectivement dans aucune de ces 2 catégories et Exactement. nous aurons, l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Alors parmi les primes les plus, couramment octroyées, se trouve donc la prime sur objectif ou sur résultat. Quelles sont les règles, pour la mettre en place? Ces primes doivent-elles, obligatoirement figurer sur le contrat de travail ou sur un avenant? Et le CSE doit-il être, informé ou consulté, sur le sujet? Alors, d'abord, il faut comprendre que les primes peuvent avoir un caractère obligatoire ou facultatif. D'accord. Vous avez une prime obligatoire qui a un caractère obligatoire dès lors qu'elle est prévue contractuellement euh, ou alors par un accord, accord d'entreprise, accord catégoriel, accord de branche, peu importe. Euh, à ce moment-là, on est sur une prime obligatoire. Euh, Ça peut également, alors il faut bien le savoir, résulter d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Typiquement, lorsque votre supérieur hiérarchique vous dit, eh bien écoute, si tu fais tant de résultats à la fin du mois, je te donne un bonus de temps, c'est ni dans le contrat de travail, c'est dans aucun accord, mais il y a un engagement de l'employeur, hein, bien que ce soit le supérieur hiérarchique, ça prend, c'est comme si c'était l'employeur, et dans ce cas-là, la prime devient obligatoire. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir une prime de caractère bénévole. C'est-à-dire que l'employeur de lui-même euh, va décider d'octroyer une prime à ses équipes, ou soit à toute la société, soit à une équipe en particulier. Euh, Typiquement, vous avez souvent dans certains bulletins de paie une prime exceptionnelle. Ça peut être le cas lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires auquel elle ne s'attendait pas et un résultat très excédentaire par rapport à ses attentes. Dans ce cas-là, de manière tout à fait bénévole, le chef d'entreprise décide de partager avec tout le monde sous la forme d'une prime exceptionnelle. Donc voilà, pas d'obligation donc comment dire de solliciter le CSE, soit par une information ou une consultation. Il n'y a pas besoin de le faire. Et donc, il n'y a pas de nécessité à ce qu'une prime soit prévue par un contrat de travail ou par un avenant. En revanche, dès lors qu'une prime est prévue, soit dans un contrat, soit dans un avenant, soit dans un accord collectif, il faut la respecter et quand on dit la respecter, c'est également dans ses conditions. Les conditions qui sont prévues par l'accord ou le contrat doivent être respectées à la lettre et là, la jurisprudence est assez sévère s'il n'y a pas un respect scrupuleux de la lettre. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors la création de certaines primes, peut-elle être négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires? Bien entendu, C'est bien un entendu. c'est un petit peu de saison en ce moment, les négociations annuelles obligatoires. Absolument, On oui. en entend un petit peu parler. Bien entendu, oui, effectivement, c'est une voie de création d'une prime, effectivement. L'intérêt, c'est d'ailleurs qu'elle soit issue de cette négociation. Euh, Elle peut être souvent, bien entendu, à l'initiative des représentants du personnel, mais en réalité, même d'un point de vue politique, parfois, l'employeur a tout intérêt, en fait, à, à proposer la création d'une prime pour récompenser les salariés ou pour éviter, pour éviter ou éteindre un litige à venir. Voilà, tout simplement. Très bien. Et pour, juste pour prévenir, nos internautes, nous aurons donc, une webconférence dédiée aux négociations annuelles obligatoires à la fin de l'année. Donc on ne s'étend pas trop, sur le sujet aujourd'hui. Donc évoquons maintenant rapidement les primes de participation et d'intéressement. Heu, Quelles sont les règles et quelles sont les différences qui existent entre ces 2 types de primes? D'accord. Alors, je sais qu'il y a une conférence sur le sujet qui est prévue de votre côté, donc je ne vais pas m'étendre trop, mais juste pour ce qui est des différences. Premièrement, on a
pour la prime de participation une obligation légale. L'obligation légale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 50 salariés dans la société, plus de 50 salariés dans la société pendant 5 ans consécutifs, pardon, vous devez mettre en place une prime de participation. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le calcul est, est prévu par la loi. Bien entendu, l'accord collectif peut aller plus loin que le calcul légal. Hein. Ça, c'est ce qui est à mon sens, la principale différence. En revanche, la prime d'intéressement, de son côté, est facultative. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir une prime d'intéressement. Cependant, si vous avez une prime d'intéressement, la prime d'intéressement, elle a une durée de 3 ans. Donc, c'est un accord, hein, c'est un accord collectif d'une durée de 3 ans. Si vous avez un accord de participation, la durée, c'est une durée minimale. Donc, une durée minimale d'1 an. Donc ça, c'est une autre différence entre les deux. D'un point de vue fiscal, vous avez une soumission à l'impôt sur le revenu pour les deux, à l'exception, alors quand on est sur la prime de participation, si vos droits sont versés sur un compte courant bloqué ou un plan d'épargne salariale, dans ce cas-là, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et de la même manière, pour l'intéressement, si les droits sont versés dans un PEE, elles sont exonérées de cotisations de la sécurité sociale. Voilà. Donc, excusez-moi, elles sont pas soumises à l'impôt et en revanche, il y a une exonération de cotisation de sécurité sociale pour l'intéressement, sauf lorsque les sommes sont versées dans un CET. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de la participation, même si je sais que vous y reviendrez plus tard dans l'année, il faut savoir qu'elle est exonérée de cotisations sociales, mais sous certaines conditions dont je ne m'étendrai pas dessus. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, là, c'est une webconférence qui aura lieu, mais en 2023, où nous évoquerons participation, intéressement, stock option, attribution gratuite d'actions, enfin, tous ces dispositifs qui permettent éventuellement de faire rentrer les salariés dans le capital de la société. Alors une petite question qui nous a été envoyée. Il y a quelqu'un qui nous demande si les plus de 5 ans consécutifs, enfin les 50 salariés pendant plus de 5 ans consécutifs, si c'est une nouveauté ou pas? Non, c'est pas une nouveauté, ça a toujours été la règle. Effectivement, je pense, moi, c'est une nouveauté, ça dépend de à quelle date on se place, mais avant, il s'agissait de 3 ans consécutifs. Désormais, c'est 3 ans, non pas consécutifs, mais il fallait 3 ans il me semble, dans les 5 dernières années. Désormais, c'est 5 ans consécutifs, mais ça change pas grand-chose. Généralement, quand vous avez 3 ans à 50, vous ne passez pas en dessous. Voilà. La difficulté, c'est qu'effectivement, alors, ça, je le dis par expérience parce que j'ai eu des cas de clients qui m'ont alerté sur des tentatives d'employeurs, ça arrive, d'éviter d'avoir à être soumis à ce type d'obligation et pour le coup, de créer d'autres sociétés. Ça arrive. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'on est quand même assez vigilant. On a aussi des moyens de repérer quand il y a une tentative de fraude. C'est un risque qui, à mon avis, ne vaut pas le coup pour une entreprise. Mmh. Alors pour, l'internaute qui nous posait la question, rebondit sur votre réponse. Oui, ce n'est pas dans l'année qui suit, l'atteinte des 50 salariés. Là, c'était le cas pour les anciens comités d'entreprise, par exemple, Exactement. où il fallait 1 an, à plus de 50 pour, lancer les élections. Là, c'est vraiment une durée, plus longue et Et sachez qu'en c'était cas 12 de mois rachat. consécutifs ou non à l'époque. Comment? C'était 12 mois consécutifs ou non pour Ah, j'avais oublié. Mes excuses. Pour information également, en cas de rachat d'entreprise, le compteur souvent, repart à 0. C'est une notion aussi, à connaître. Alors venons-en donc maintenant à la prime, Macron, qui s'est appelée, prime exceptionnelle du pouvoir d'achat et qui désormais s'appelle, la prime de partage de la valeur. Donc quelles sont les règles à respecter, concernant son versement avec les dernières modifications, législatives sur le sujet?
Alors déjà, il faut savoir que c'est une prime qui est facultative, hein. Il n'y a pas d'obligation, légale, Mmh. concernant, la prime, Macron. Elle peut être versée à l'ensemble des salariés, ou seulement à une catégorie de salariés, c'est les salariés dont la rémunération est 3 fois inférieure au SMIC annuel. Voilà. Cela, dans ce cas-là, si on peut, réserver cette prime à cette catégorie de salariés. Autre chose qu'il faut savoir, le versement, le montant peut être modulé, donc il y a une possibilité de moduler selon le bénéficiaire en fonction de plusieurs critères. Les critères, ça vont être la rémunération du salarié, son niveau de classification, son temps de travail, la durée, enfin, temps de travail contractuellement prévu, bien entendu, et notamment son ancienneté. Donc, il y a plusieurs critères qui permettent de moduler, de donner plus ou moins aux salariés. Fiscalement, lorsque vous justifiez d'un revenu inférieur à 3 fois le SMIC annuel, vous avez une exonération totale de cotisations et contributions sociales. Ça, il faut le savoir, mais vous êtes également exonéré de l'impôt sur le revenu. Malgré cette exonération, enfin, vous avez cette exonération d'impôt sur le revenu. En revanche, le montant qui vous est versé va être pris en compte pour calculer votre revenu euh, de référence, revenu fiscal de référence, voilà, le RFR. J'avais du mal à le redire. Concernant ceux qui justifient d'une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC. Donc, on est d'un côté 3 fois inférieur au SMIC et de l'autre côté supérieur ou égal à 3 fois le SMIC. Là, on a une exonération de cotisation sociale, mais en revanche, les montants sont soumis aux contributions, donc CSG et CRDS, avec possibilité d'abattement de 1,75% dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, je n'ai pas regardé où on en était au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale, donc je ne pourrais pas vous dire exactement quel est le montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je viens de vous dire concernant le régime social et fiscal de ces deux catégories de salariés est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. À partir de l'année 2024, tous les salariés, quel que soit leur niveau de revenu, seront sous le dernier régime, celui des salariés ayant une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC. Voilà, tout simplement la chose qu'il faut savoir. D'accord, très bien. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées entre 2. D'accord. Alors, il y a Marion qui nous demande si la notion de 5 ans est également valide, lors de la création d'une UES. Donc on peut imaginer que, enfin, ce que je comprends de la question, mettons qu'on a 3 sociétés, qui avaient, mettons, 50 salariés et plus depuis plus de 5 ans, mais qui se rassemblent au sein d'une UES et les accords de participation, seront négociés au niveau de l'UES. Donc est-ce que le compteur repart à 0 lors de la création d'une UES ou pas? Ah non, l'UES ne vous permet pas entre guillemets, de tricher, pas du tout. Et c'est d'ailleurs, en principe, même prévu pour cela. Donc, non, non, non. Si vous êtes dans une UES, les 5 ans sont toujours applicables de la même manière. Et alors, pour, répondre, alors j'espère que je n'écorche pas le prénom, Sine ou Siné. Oui, on peut mettre en place un accord d'intéressement, si on a 11 salariés. Là, il y a Oui, aucune limite, de taille, qui est fixée par, le législateur. absolument. Alors, autre question cette fois-ci sur la prime Macron. Comment peut-on, moduler en fonction de la classification pour que la prime ne soit pas considérée comme discriminatoire? C'est une excellente question. Euh, Honnêtement, alors pour l'instant, je n'ai pas de cas concret. À mon sens, sur la classification, il faudra voir en termes de rémunération, tout simplement. Euh, Vous imaginez bien que selon la classification, vous avez des salariés qui ont une rémunération bien inférieure à 3 SMIC ou non. Et en fonction, je pense que ça va jouer sur la rémunération et pas sur la classification, parce que, à mon sens, je suis d'accord avec, donc c'est Ciné, je crois, je suis Oui. d'accord qu'il y a un risque, effectivement, d'être sur une, une discrimination. Je pense que le contentieux va forcément s'élever sur ce sujet-là, ouais. Ouais. Voire même sur, tout simplement, peut-être pas la discrimination, mais sur la question de l'égalité de traitement. On est plutôt sur une égalité de traitement que sur une discrimination dans ce cas-là.
Alors, tac, tac, il y a beaucoup de questions là qui arrivent d'un coup. J'essaye de les prendre. Alors, il y a quelqu'un qui demande si les critères de modulation possibles sont. Enfin, comment ça peut être cadré et vérifié? Comment ça peut être cadré et vérifié? Oui, Bah, et à mon sens, la meilleure manière de le cadrer et de le vérifier, c'est d'intéresser les représentants du personnel à, à à la justement cette, négociation. exactement, exactement. Mmh mh. C'est à mon sens la meilleure manière de le faire. D'ailleurs, souvent, l'octroi de cette prime de partage de la valeur fait souvent l'objet de négociations. Alors, en ce moment, on voit Absolument. fleurir des accords de pouvoir d'achat. Oui, Qui sont des accords un peu inédits. Sinon, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, oui, ça peut tout à fait, faire l'objet d'une négociation pour étudier entre direction et représentants du personnel, comment, répartir, cette prime entre les différents salariés. absolument. Alors, une question, de date, ça je sais que ce sujet va vous intéresser. Peut-on, verser la prime à 2 salariés qui sont en fin de contrat, par exemple? Quelle prime? La prime Macron, la prime de partage de la valeur, pardon. Bah, il y a pas de difficulté à leur verser la prime, non? Il y a pas de ils sont Sauf si ils partent avant la date de ah oui, versement de non, la mais prime. forcément, mais si moi, on me en fait, s'ils sont en fin de contrat, il y a pas de problème. Effectivement, s'ils partent avant, Voilà, donc s'ils sont présents au moment où où la prime est versée à la totalité des salariés, oui, bien ils entendu. devront l'apercevoir. Si leur départ, officiel est prévu pour, avant, Avant, avant. le versement de la prime, là, ils n'auront pas à la toucher. Alors, il y a vraiment énormément, énormément de questions, ça défile à toute allure sur mon écran. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que vous parliez trop vite, mais là, Ah, désolé. vous écrivez trop vite. Hem, alors oui, c'était sur, mmh, alors il y a des questions sur, les modalités de versement, enfin si on peut la verser en une seule fois ou en plusieurs fois, par exemple, cette prime. On peut la verser en plusieurs fois, on peut la verser en une seule fois, c'est libre à l'employeur de déterminer, y compris avec les représentants du personnel, comment il veut le faire. Si vous la versez en plusieurs fois, heu, il faut bien voir que vous pouvez la verser, hem, à raison d'une fois par trimestre. Voilà. Donc en gros, vous ne pourrez pas dépasser 4 fois dans l'année. Quand je dis trimestre, c'est trimestre, au cours de l'année civile, hein, donc on Mmh, part de janvier à décembre, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est 4 fois au maximum dans l'année civile. très bien, merci beaucoup, maître. Alors, abordons maintenant notre 2e partie sur, les obligations en matière de primes. À partir de quand le versement d'une prime, est-il considéré comme obligatoire? Vous l'avez un tout petit peu abordé au début, mais, on va enfoncer le clou. J'ai envie de dire, dès lors que les conditions qui sont renseignées dans l'accord, la convention ou le contrat de travail disent que le versement doit être versé, tout simplement. Je vais donner un exemple simple sur une prime sur objectif. Si la prime sur objectif vous dit que euh, au, à partir du mois de juin, vous verserez si vous atteignez la moitié de l'objectif, on vous verse la moitié de l'objectif. Et ben, au 30 juin, on regarde où vous en êtes de votre objectif. Si vous l'avez atteint, il faut que cette partie-là soit immédiatement versée. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment, on est sur, déjà, quand on parle du moment du versement, on est nécessairement sur une prime obligatoire, donc prévue par le contrat ou la convention ou l'accord ou l'usage. Donc, on a des conditions qui doivent être respectées, tout simplement. Voilà. Et désolé Très si je bien. parle trop vite, encore une fois. Je suis désolé. Alors, Marie-Aude, on va venir à l'usage un petit peu plus tard. Alors,
On va avancer un petit peu parce que l'heure tourne quand même. Alors, on a vu que certaines primes, pouvaient être exigées par des conventions collectives. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de primes, qui sont, rendues obligatoires par une convention collective? Moi, je peux vous donner les plus classiques. Mmh. La prime de 13e mois qui est prévue par plusieurs conventions collectives. Les primes de nuit, mais là, c'est en fonction du type de travail du salarié. La prime d'ancienneté. Voilà, c'est le type de prime qui est souvent rendu obligatoire dans des conventions collectives. Après, parfois, quand c'est pas prévu, il se peut que l'employeur le prévoie lui-même dans le contrat de travail. Ouais. Mmh. Très bien. Alors, nous allons justement en venir à l'usage. Quels sont les 3 critères pour que le versement d'une prime, devienne, d'usage? Alors, c'est le critère de l'usage. L'usage répond à trois conditions, une condition de constance, de fixité et de généralité. Donc, la constance, c'est une question de répétition dans le temps. Donc, dès lors que tous les ans ou alors tous les trimestres, la prime est versée, euh, on est sur un usage. Euh, Typiquement, je pars du principe qu'à partir du moment où, pendant 3 ans consécutifs, on vous a versé une prime pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs, selon une modalité euh, qui est toujours à peu près la même, sur laquelle on peut se repérer, on est typiquement dans un usage, ce qui est une répétition dans le temps. La deuxième, c'est la fixité. La fixité, c'est le fait d'avoir un calcul ou un mode de calcul qui est toujours le même, tout simplement. Ou alors, en tout cas, qui est voilà, bien défini, sur lequel le salarié peut très facilement se repérer. On a la question de la fixité qui est le critère de fixité qui est rempli. Enfin, la généralité, c'est-à-dire que l'usage, donc l'avantage, est octroyé à tous les salariés ou alors à une catégorie particulière de salariés. Ça veut dire que tout simplement, un usage peut bénéficier à un service de la société, tout comme il peut bénéficier à une catégorie de la société, à des cadres ou à des employés ou à seulement des ouvriers. Ou, voilà. C'est vraiment, mais il faut qu'on puisse définir la catégorie qui bénéficie de cet usage. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors quelles, conditions d'attribution des primes doivent être impérativement respectées, pour éviter justement la discrimination, par exemple, ou autre contestation possible? Mais c'est toujours en réalité la même chose. Il faut d'abord vérifier que la prime ne laisse pas une personne sur un critère de santé. Un critère de santé, critère sexiste ou sexuel. Typiquement, si une prime, on se rend compte qu'elle ne bénéficie qu'à dans une équipe qu'aux hommes, et c'est déjà arrivé, hein, là je vous parle de choses qui sont vues dans la jurisprudence où vous Mmh. avez tous les directeurs qui bénéficient de la même prime, mais par contre la directrice, elle, non. Alors, je crois que de mémoire, la jurisprudence à laquelle je fais référence, c'était une directrice des ressources humaines qui, elle, n'avait pas obtenu la prime que tous les autres directeurs avaient obtenue. Donc là, typiquement, on est sur une question de discrimination. En fait, les conditions d'attribution, c'est toujours la même chose. Dès lors que vous ne violez pas les conditions d'égalité de traitement ou que vous ne violez pas l'égalité de traitement ou que vous ne faites pas, qu'il n'y a pas de discrimination à l'égard d'une personne qui aurait dû en bénéficier en principe, ben, la prime peut être, il n'y aura pas de problème pour le versement de la prime, ouais, pour l'attribution de la prime. Mais il faut vérifier, je voudrais revenir sur un petit point, la discrimination. La discrimination, vous avez deux types de discrimination. C'est la discrimination directe. Discrimination Mmh. directe, c'est entre guillemets, la discrimination, c'est l'éléphant dans la pièce, quoi. Vous avez, vous avez une prime et on dit, bon, bah, celle-là, elle est attribuée qu'aux hommes. Bon, là, clairement, on n'a pas à réfléchir très longtemps. En revanche, vous pouvez avoir des critères qui font que, indirectement, il y a une partie qui ne pourra jamais en bénéficier. Typiquement, disons que la partie, ce sera les personnes qui ont des enfants, ou alors les personnes qui vivent trop loin de la société, ou alors une personne qui est en situation de handicap. Je n'ai pas d'exemple de critères, mais concrètement, ça, c'est ce qu'on appelle une discrimination indirecte. Donc, c'est parce que
apparemment, les critères sont tout à fait objectifs et respectables, sauf que quand on les applique, on se rend compte que nécessairement, cette catégorie de personnes ne l'aura jamais. Donc, on est sur une discrimination. Voilà. Très bien. Alors une petite, question, qui vient d'arriver. Qu'en est-il du prorata temporis, de présence par rapport, à l'arrêt maladie, par exemple? Ah, Et c'est assez amusant parce que j'en parlais avec maître Semopa avant qu'on lance la conférence. alors, le prorata temporis de l'arrêt maladie. Alors, euh, à mon sens, il n'y a pas de prorata temporis de l'arrêt maladie. Si on est sur une prime sur objectif, notamment. Pourquoi? Euh, L'objectif, c'est on vous demande d'atteindre un chiffre, vous l'atteignez ou vous ne l'atteignez pas. L'arrêt maladie, à mon sens, vous ne pourrez pas justifier du prorata temporis. Potentiellement, ça peut se tenter en jurisprudence sur un accident du travail ou une maladie professionnelle. Sur un arrêt maladie, vous aurez quasiment aucune chance d'obtenir la prime prorata temporis. Mais là où le prorata temporis est intéressant, c'est euh, deux cas de figure. Le salarié qui arrive en cours d'année, logiquement, et le deuxième cas de figure, c'est le salarié qui part en cours d'année. Et alors, ce que je disais tout à l'heure à Myriam, c'est que on a des conditions qui parfois prévoient euh, que la prime Allô, maître? n'est versée aux salariés qui sont présents. Mmh. Donc, on vous donne une condition de présence à la date du 31 décembre. Sauf que vous avez des jurisprudences qui vous disent, et la Cour de cassation le dit à plusieurs reprises, attention, parce qu'en faisant ça, vous privez le salarié de sa liberté de démissionner. Pourquoi? Parce que lui, il va rester pour avoir le montant de sa prime, alors qu'en fait, il aurait voulu démissionner. Donc, vous avez quand même cette situation où vous êtes protégé par la jurisprudence de la Cour de cassation. Deuxièmement, il y a des contrats de travail qui prévoient très bien le prorata temporis. Donc, même si vous partez, on vous verse votre prime en fonction du temps que vous avez passé dans la société. Et je pense qu'en réalité, sur l'arrêt maladie, on n'est pas sur une question de prorata temporis. On est sur la question euh, comment dire, euh, de l'adaptation. Parce que le prorata temporis, c'est vraiment la question d'un salarié qui arrive ou qui part en cours d'année. Là, ce que vous me demandez en réalité, c'est est-ce qu'on peut adapter l'objectif à la durée de l'arrêt maladie? Et pour tout vous dire, aujourd'hui, la jurisprudence ne le dit pas clairement. Donc, je le sais parce que j'ai un contentieux en cours sur le sujet. Donc effectivement, nous, on essaie de faire dire aux juridictions que, bah, bien entendu, vous avez un salarié à qui vous demandez mensuellement de faire un chiffre. Il atteint un chiffre qui proportionnellement, voilà, c'est la proportionnalité, c'est ça le terme que je cherchais, qui proportionnellement montre qu'il a atteint ou qu'il a même dépassé son objectif. Mais la société vous dit, bah non, votre objectif, c'était 30 000 euros. Vous avez travaillé un tiers du mois, vous avez obtenu que 12 000 euros. Bah, désolé pour vous, il fallait être là le reste du mois. Voilà. Donc ça, c'est une question qui doit être débattue en jurisprudence, mais pour l'instant, il n'y a pas de droit à obtenir la prime sur une telle situation. Très bien. Alors, une dernière question avant qu'on avance un petit peu. Une prime versée, à l'occasion de la médaille du travail, peut-elle être considérée comme une prime d'usage et doit-on la verser à tous les salariés qui demandent la médaille du travail? Usage. Non, enfin, je vois pas comment elle pourrait être considérée comme un usage, puisque si, enfin, encore, ça va dépendre. Vous êtes dans une société où vous avez eu 5 salariés précédemment qui ont eu une prime après avoir obtenu la médaille du travail. Vous êtes le sixième, on ne vous la donne pas. Oui, vous pouvez considérer qu'il y a un usage, oui. Oui. Il y a eu un usage. En fait, vous avez deux manières de voir. Soit l'usage, soit l'égalité de traitement. Mmh. Voilà, c'est vraiment voir la discrimination. Après, ce sera dans un cas particulier dans lequel, en fonction de votre situation, mais vous, à mon sens, oui, puisque la généralité, c'est que tous les salariés qui, avant vous, ont eu la médaille du travail, ont eu la prime. La fixité, vous avez toujours
j'imagine, le même montant pour les salariés qui ont la prime du travail. Et la constance, bah, elle est versée à tous les salariés dès qu'ils ont obtenu cette médaille du travail. Donc, à mon sens, oui. Oui. Très bien. Alors, en abordant la prime du partage de la valeur ajoutée, nous avons commencé à évoquer les règles sociales et fiscales, concernant les primes. Quelles sont ces règles concernant, les autres primes? Les autres primes, en principe, sont comptées comme du salaire brut. D'ailleurs, elles sont dans la partie sur votre bulletin de paie, vous les voyez généralement sur la partie brute, et donc elles sont soumises comme votre. Elles sont les mêmes, elles répondent aux mêmes règles sociales et fiscales que votre salaire, tout simplement. C'est effectivement très simple. Alors, parlons, maintenant des avantages en nature. Qu'est-ce qu'un avantage en nature? L'avantage nature, c'est une prestation qui vous est fournie gratuitement par votre employeur ou moyennant une participation qui est bien inférieure à la valeur réelle du bien ou du service qui vous est fourni, typiquement la voiture ou le téléphone portable. Mmh. Voilà. Ils sont-ils soumis eux aussi à cotisation sociale? De la même manière que les primes et que le salaire, effectivement, oui. D'accord. Alors, on va aborder, justement les tickets restaurants pour, répondre à Marion qui vient de poser une question. Oui, le ticket restaurant est considéré comme un avantage en nature puisqu'il y a une participation, Des employés. du salarié et de l'employeur, mais le montant facial à la fin, est plus important que ce qu'a versé le salarié, donc on revient à la définition. Et il y a quelques nouveautés sur le sujet en ce moment. Pouvez-vous nous en dire plus, maître? Oui, alors tout simplement, depuis quelques semaines maintenant, le législateur a revalorisé, a augmenté le plafond d'exonération de la participation des employeurs qui attribuent des titres restaurants à leurs salariés. Tout simplement, le but, c'est que d'autres employeurs soient incités à, à passer par le titre restaurant pour leurs salariés. Donc, on passe de 5,69 euros à 5,92 euros. Voilà. Euh, Autre chose, ce qui est intéressant à savoir, là c'est plutôt du côté des salariés, euh, le montant, le plafond journalier d'utilisation passe de 19 euros à 25 euros. Alors je sais que j'imagine que, j'ai pas de titre restaurant moi-même, mais j'imagine que vous devez avoir à peu près tous maintenant, et il me semble que c'est pour la majorité maintenant devenu des cartes, je ne sais pas si c'est le cas, mais je sais que beaucoup de salariés ont maintenant des cartes qui font office de titre restaurant. Voilà, il y a un avantage maintenant à passer de 19 à 25 euros. Pour votre repas, je vous avoue que le prix du déjeuner est de plus en plus cher, donc voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, on l'a tous remarqué et lors des négociations, du budget 2023, il est également, question de passer la valeur faciale maximale du ticket restaurant à 13 euros, alors qu'elle était à, 11 euros et quelques, de mémoire, je ne sais plus. Alors, pour répondre à Marion, non, l'employeur ne peut pas prendre en charge le ticket à 100 s'il le souhaite, je ne crois pas. Vous confirmez, maître? Oui, oui, Ou je en tout confirme. cas Bah, il y a pas d'exonération, fiscale voilà. sur la partie qui dépasse. Ouais. Alors, Alessia nous demande si l'employeur offre le repas, est-il obligé de donner des tickets restaurant? Là, je ne pense pas. C'est un avantage en nature, Ouais, c'est bien après, ça, maître? oui, oui, mais enfin, je trouve que vous avez des employeurs assez généreux pour vous offrir le repas à 100%, mais non, non, oui, oui, je vous confirme, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Et alors oui, quand il s'agit alors ça c'est vraiment oui, un cas, un peu, enfin qui arrive assez peu courant, enfin assez peu fréquemment, mais qui peut arriver entre autres dans la restauration. Heu, Dans le cadre de repas, offerts par l'employeur, est-ce que ça doit figurer sur la fiche de paye comme un avantage en nature? Un repas offert par l'employeur? Si les repas du midi sont offerts par l'employeur,
Il faudra sans doute creuser ce Il faudrait point-là, le creuser, Alessia. à mon sens, oui, mais il faudrait le creuser. Je peux pas vous donner une réponse claire là. A priori, il y a moyen que l'URSSAF, trouve, Ouais, c'est à pour y ça que je redire dis si que ça ne figure pas ouais, quelque part, mais c'est il pour ça, ouais, faudra préciser cela. absolument. Alors, on a assisté également à des nouveautés concernant les frais de transport. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je peux vous en dire plus. Alors, on a plusieurs nouveautés. Sur la prime de transport, déjà, je vous rappelle, c'est une prime qui vous permet de prendre en charge les frais de carburant ou euh, comment on appelle ça, d'alimentation des véhicules électriques, hybrides, rechargeables, voilà, qui sont exposés. Alors, c'était prévu pour les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule pour faire le trajet lieu de travail, enfin domicile, lieu de travail. Euh, alors, première nouveauté, désormais, c'est pour tous les salariés qui engagent des frais de carburant et d'alimentation de leur véhicule. Donc, tout le monde est éligible à la prime de transport. Donc, on voit bien le prisme pouvoir d'achat dans cette nouveauté. La deuxième chose, c'est que l'enveloppe est augmentée. Donc, on passe de 200 à 400 euros pour les frais de carburant et de 500 à 700 euros pour les frais d'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, la loi de finances rectificative prévoit créer la possibilité d'un cumul entre la prise en charge obligatoire du coût des abonnements au, au transport public Mmh. avec une exonération fiscale et sociale s'y accumule pour les années 2022 et 2023. Le tout dans la limite toujours de 700 euros, dont 400 euros seront pris en charge au titre des frais de transport. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Euh, Concernant la prise en charge des transports publics, enfin les abonnements pour 2022-2023, en cas de prise en charge supérieure à 50%, je vous rappelle que l'obligation est de 50%, si l'employeur décide de prendre en charge le montant un montant au-delà des 50%, il est exonéré jusqu'à 75% de la valeur du titre. Donc ça, c'est encore une fois une incitation pour l'employeur à prendre en charge un peu plus que son obligation légale. Deuxième chose, si vous avez, enfin autre chose plutôt, si vous avez un cumul entre le forfait mobilité, donc vous avez un forfait mobilité durable avec une prise en charge qui est obligatoire des frais d'abonnement au transport, vous avez un plafond qui passe de 600 euros à 800 euros. On parle de plafond annuel, hein, bien entendu. Donc voilà, là encore, c'est quelque chose de très intéressant pour les salariés. Oui, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments sur ces Heu, nouveautés, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. non, Euh, non, c'est déjà pas mal. Alors, on a quelques questions. Alors, je vous préviens, ça va toucher à de la fiscalité pour la première. Je ne sais pas alors si là, vous êtes à l'aise avec? je suis pas nécessairement à l'aise, mais on va tenter. On va tenter et sinon Sylvie, je vous inviterai à poser, votre question à nos juristes, qui auront le temps de faire des recherches, sur le sujet. Donc si je verse 400 € de frais de carburant à un salarié, ce dernier peut-il toujours déclarer ses transports domicile-travail aux frais réels? Ah, au fin réel. C'est une Et bonne et question. c'est je trouve que c'est une excellente C'est une question. très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas prétendre à vous donner une réponse. Je pense il faut faire la recherche, mais là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre de manière claire et précise. Oui, Maître Semopa est spécialisé en droit social, donc excusez-le sur le droit fiscal, c'est un peu moins sa partie. Heu et donc on a une internaute qui l'a déjà fait et il suffit juste de déduire les 400 € des frais réels. Donc on a les merci à nos Très bien, internautes merci. qui sont, qui sont de précieux conseils.
Nous arrivons au terme de cette webconférence du jour. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez obtenu réponse à bon nombre de vos questions. Donc, n'hésitez pas à contacter Maître Semopa pour pour tout conseil supplémentaire, pardon. Et n'hésitez pas également à transmettre vos questions à nos juristes. La première question que vous posez à nos juristes, ils y répondent totalement gratuitement. C'est pour vous permettre de tester la qualité de nos abonnements. Alors, afin de m'assurer de votre satisfaction et d'améliorer nos futures webconférences. Je souhaiterais que vous me donniez votre avis sur celle-ci. Donc, ma collègue Marine va vous transmettre un lien qui va vous permettre de nous transmettre votre avis. C'est vraiment très précieux. Ça nous permet d'améliorer vraiment nos contenus en continu. Alors, je vous donne également rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu donc le 22 novembre à 14 heures. Nous allons évoquer un sujet qui est totalement différent, bien qu'encore en droit social, puisque nous aborderons la rupture conventionnelle, bien maîtriser les délais, toutes les obligations à respecter pour éviter d'éventuels litiges et surtout un refus d'homologation. Donc, merci encore à vous, Maître Semopa, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Et merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence de Jury Travail. Au revoir à tous. Au revoir.